Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier labo web qui est en quelque sorte une application du premier cours. Après avoir visionné cette capsule vidéo, vous serez en mesure de bien organiser la programmation de vos analyses en commençant par changer les options. Les fréquences et pourcentages nous serviront de prétexte pour créer et gérer un fichier de syntaxe. Être en mesure de calculer les mesures de tendance centrale et de variation en utilisant les deux procédures les plus courantes, frequencies et descriptive. Calculer l'intervalle de confiance d'un paramètre, qu'il s'agisse d'une moyenne ou d'une proportion d'une population, et comparer deux groupes à l'aide de la barre d'erreur. Savoir utiliser la commande explorer une variable lorsqu'il s'agit effectivement d'obtenir une analyse à la fois descriptive et inférentielle, et finalement être en mesure de créer une variable en utilisant les trois commandes les plus courantes, recoder une variable, calculer une variable et la commande if. Alors pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, on va utiliser une base de données, celle de l'enquête sur le tabagisme des jeunes Canadiens. Une enquête effectivement effectuée par Statistique Canada en 2002 auprès d'élèves de la 5e à la 9e année. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'échantillon de départ qui était constitué de quelques 20 000 cas et j'ai tiré un sous-échantillon aléatoire de 1500 cas, 1500 jeunes. Alors on va travailler essentiellement avec cette base de données. Alors je vais cliquer ici pour sortir la base de données. Alors ça prend un peu de temps, on patiente. Mais voilà la base de données sur laquelle nous allons travailler. Si je clique sur la vue des variables, je vois que la base de données comporte 26 variables. Vue des données, je déroule et nous retrouvons tout naturellement nos 1500 jeunes constituant la base de données. Alors on va se rendre au niveau de la barre des outils et cliquer sur cette icône avec la lettre A et le chiffre 1. Alors, lorsque je clique, j'obtiens des catégories. Je reclique, j'obtiens des chiffres. Alors moi, je préfère obtenir plutôt les catégories. Donc, ça donne une meilleure contextualisation de la base de données. Alors, cliquons sur le menu utilitaire. Ensuite, variables. Alors, vous avez la liste à gauche des variables de la base de données. En fait, les étiquettes de ces variables. Par exemple, si je clique sur sexe, je vois effectivement qu'il s'agit d'une variable dichotomique, tout naturellement. Mais ce qui est beaucoup plus pratique, c'est de présenter les codes, c'est-à-dire les noms des variables, plutôt que les étiquettes. Eh bien, on peut le faire en changeant les options des SPSS. On va y aller. Je vais cliquer sur le menu insertion, options. Alors, sous général, on va afficher les noms des variables plutôt que les liblés ou étiquettes. On va s'intéresser au menu sortie des résultats de façon à signifier au logiciel que pour les sorties SPSS, on va à la fois les noms et les liblés, les valeurs et les liblés, noms et liblés, valeurs et liblés, de façon à mieux contextualiser nos sorties. Alors on va valider. Alors on va y aller en s'intéressant à une variable, donc c'est la variable fume. Donc on va s'intéresser à la variable fume, donc comporte deux catégories. Avoir fumé une cigarette au complet, oui ou non. Comme la variable est qualitative, dichotomique, eh bien on va utiliser les fréquences et les pourcentages. Alors pour ce faire, on va cliquer sur le menu analyse, statistiques descriptives, fréquences. Alors, on va faire passer la variable fume dans la boîte sous variable. Ça va être tout. On va cliquer sur OK. De façon à voir apparaître la page des résultats, en particulier le tableau de fréquence et de pourcentage. Alors, c'est assez clair que 13% des jeunes sondés, ça donne à la consommation de cigarettes. Donc, on fumait une cigarette au complet. Étant entendu qu'ils sont au nombre de 195. Par contre, les pourcentages sont beaucoup plus faciles à interpréter que les fréquences. Alors, la dernière colonne, le pourcentage cumulé, ne s'applique pas à une variable nominale.
comme le fait d'avoir fumé une cigarette au complet. Alors, il s'applique surtout lorsque la variable est ordinale. Donc, on peut s'en passer. Mais voilà comment sortir un tableau de fréquence et de pourcentage assez rapidement. Alors, on va fermer la page des résultats. On ne va pas enregistrer. Alors, tout à l'heure, on a cliqué sur Analyse, ensuite Statistique descriptive, Fréquence, et on a fait passer la variable dans cette boîte. En fait, tous les clics que nous venons de faire sont convertis, transformés par le logiciel en langage de programmation appelé syntaxe. Et cette syntaxe, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la générer automatiquement. Alors, on va y aller, très simple. Au lieu de cliquer sur OK, on aurait pu cliquer sur Coller, de façon effectivement à générer, coller la syntaxe dans un fichier de syntaxe. Effectivement, là, la syntaxe sort. Alors, la première ligne, elle n'est pas pertinente. On peut l'éliminer. Ça contextualise la base de données. Alors, une bonne pratique, c'est peut-être de commencer par toujours intituler le fichier de syntaxe. Et donc, pour mettre du commentaire, il faut utiliser le signe astérisque. Donc, quand on va exécuter la syntaxe, le logiciel va comprendre qu'il s'agit de commentaires et non de lignes de commande. Alors, on peut l'intituler du genre, par exemple, organisation, analyse, descriptive et inférentielle. On peut mettre un peu de mise en forme, pas que ça soit très joli, mais pas très moche non plus. D'autant plus que vous devez partager souvent le fichier de syntaxe. Et surtout, il est très important de savoir structurer les syntaxes. Alors ici, on peut mettre distribution de sexe, de la variable sexe. Alors, on peut exécuter la syntaxe, très simple, on la sélectionne et on clique sur le triangle vert au niveau de la barre des outils. Donc, on a le triangle vert, alors on clique là-dessus et effectivement, on voit apparaître le tableau. Alors, on va fermer. Alors, on a utilisé la syntaxe qui a été générée automatiquement. On aurait pu la saisir directement, la syntaxe. Alors, j'aurais pu saisir cette syntaxe de cette façon, frequencies, film. Alors, c'est très court et c'est très efficace. Alors, je sélectionne et je clique sur le triangle vert. Le même tableau ressort. Donc, je ferme. Mais voilà, soit vous passez par le menu pour exécuter la commande, soit vous générez automatiquement la syntaxe, et bien soit finalement vous la saisissez directement. Alors, dans certaines situations, c'est beaucoup plus facile de saisir directement la syntaxe. Alors, on va enregistrer le fichier de syntaxe en cliquant sur Fichier, Enregistrer sous. Alors, je vais choisir un dossier sur le bureau, Labo Web 1. Alors, j'aurai Labo Web. Alors, ici j'ai 1. Web 1, je vais écraser. C'est un ancien fichier. Enregistrer. Oui. Et voilà, nous venons effectivement de créer un fichier de syntaxe. Alors, on va passer au calcul des mesures de tendance centrale et de variation. Donc, ils sont pertinentes, ces mesures, en particulier lorsqu'on travaille avec une variable quantitative. Donc, on va s'intéresser à la variable âge fume. Autrement dit, l'âge d'initiation à la cigarette chez les fumeurs. Donc, on a 195 fumeurs et donc on va axer l'analyse sur ces 195 fumeurs. Alors, pour sortir les stades descriptifs de cette variable quantitative, il faut cliquer sur Analyse, Stade descriptif et Fréquence. Alors, on va utiliser d'abord la procédure fréquence. Alors, on va réinitialiser et mettre la variable âge fume. Spécifier les statistiques. On veut les mesures de tendance centrale, moyenne, médiane, mode. Les mesures de dispersion ou de variation, écart type variance, minimum, maximum, plage. Les mesures de la forme de distribution asymétrique kurtosis. On peut sortir aussi les quartiles.
On poursuit. On peut afficher l'histogramme et la courbe gaussienne, c'est-à-dire la courbe normale. On poursuit. Alors, puisqu'on travaille avec une variable quantitative, il n'est pas très pertinent d'afficher aussi les tables de fréquences. Donc, elles ne sont pas très pertinentes, les fréquences. Alors, on valide en cliquant sur OK. Alors, vous avez un tableau synthétique qui récapitule un peu les statistiques qu'on a demandé à SPSS. En l'occurrence, vous avez la moyenne qui est de 11,3. En l'occurrence, chez les fumeurs, l'âge d'initiation à la cigarette tourne en moyenne autour de 11,3. Donc, c'est l'âge moyen en termes d'initiation. Alors, la médiane, elle est de 12 ans. Donc, au moins 50% des jeunes ont commencé à s'adonner à la consommation de cigarettes à l'âge de 12 ans ou moins, ou 12 ans ou plus. Alors, le mode est de 12. Autrement dit, l'âge modal en termes d'initiation est de 12 ans. Précisément, la plupart des jeunes ont commencé à s'adonner à la consommation de cigarettes à l'âge de 12 ans. Donc, le mode, c'est la valeur la plus populaire. Qu'en est-il de l'écart type qui est de 1,9? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'écart type s'interprète toujours en référence à la moyenne. Donc, prenez la moyenne 11,3 plus 1,9, vous obtenez 13,2. Prenez la moyenne moins 1,9, vous obtenez 9,4. Et donc, si on prenait un jeune quelconque dans la base de données, il y a 70% de chances que son âge d'initiation soit compris entre 9,4 et 13,2. Donc, voilà comment interpréter l'écart type. Qu'en est-il de la variance, dont la valeur est de 3,59? Donc, on pourrait avancer que les scores en termes d'âge d'initiation à la cigarette divergent de 3,59 par rapport à la moyenne. En fait, on devrait même dire 3,59 ans au carré, ce qui n'est pas pertinent. Alors, la variance est peu intuitive pour décrire la dispersion d'une distribution. C'est la raison pour laquelle on lui préfère surtout l'écart type, étant entendu que la variance est utilisée en raisonnement inférentiel, comme nous le verrons. L'asymétrie mesure le degré effectivement d'asymétrie d'une distribution. Est-ce qu'une distribution tend vers la gauche ou vers la droite? Ici, le signe étant négatif, moins 1,21, nous sommes en présence d'une asymétrie négative, donc qui tend vers la gauche. Alors, la kurtose, son coefficient est de 2,45. Le signe étant positif, on peut avancer que nous sommes en présence d'une distribution leptokurtique. Alors, la question qu'on se pose maintenant est de savoir jusqu'à quel point on peut avancer que cette distribution s'écarte nettement d'une distribution normale, étant entendu qu'on a l'intuition qu'il y a un problème d'asymétrie et un problème de kurtose. Mais il nous faut effectivement valider cela scientifiquement parlant. Alors, pour ce faire, on utilise l'erreur type. Alors, l'erreur type, on va s'intéresser d'abord à l'asymétrie, dont le coefficient est de moins 1,21 et son erreur type 0,17. Alors, l'erreur type, c'est l'erreur standard. Donc, 0,17. Alors, qu'est-ce que l'erreur standard? En l'occurrence, notre échantillon a donné un coefficient d'asymétrie de moins 1,21. On aurait pu tomber sur notre échantillon qui nous donne un coefficient d'asymétrie de moins 1,4, par exemple. Encore et encore. Si vous calculez l'écart type de tous ces coefficients d'asymétrie possibles, vous obtenez l'erreur type, 0,17. Donc, l'erreur type n'est que l'écart type des coefficients d'asymétrie possibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous relativisez le coefficient d'asymétrie par son erreur type, vous obtenez un ratio qui informe sur la normalité ou pas de la distribution. Si le ratio est supérieur à 2, ça signifie qu'il y a un problème d'asymétrie. Si le ratio est inférieur à 2, ça signifie que il n'y a pas de problème d'asymétrie. Alors, on va faire les calculs assez rapidement, faire le ratio. Donc, on a moins 1, donc 1,21 divisé par 0,17.
égale 6,95. Alors, c'est assez clair que le ratio dépasse 2, la valeur 2, le seuil 2. Alors, pourquoi le seuil 2? Rappelez-vous que dans le cas d'une loi normale, 95% des données sont comprises à plus ou moins 2 écarts types, ou précisément 1,96 écarts types. Donc, c'est pourquoi, effectivement, on prend 1,96 ou 2, si on arrondit, comme étant un seuil à partir duquel on considère qu'il y a un problème d'asymétrie ou pas. Alors, on applique la même procédure pour la kurtose. Alors, on a 2,447 divisé par l'erreur type 34,6 égale 7,07. Alors, le ratio dépasse encore une fois de loin le seuil 2, ou précisément le seuil 1,96. Par conséquent, il y a un problème de kurtose. Alors, plage, c'est l'étendue. Donc, c'est l'écart entre le score minimal et le score maximal. Donc, entre 15 et 4. Alors, l'étendue est peu pertinente comme mesure de variation. Pourquoi? Parce qu'elle est très sensible au score extrême. Alors, c'est la raison pour laquelle elle sert très peu comme mesure de dispersion, mais elle peut servir à contextualiser l'échelle des scores en particulier. Alors, les percentiles. Alors, le centile 25 correspond au quartile 1. Et donc, on peut dire que 25% des jeunes ont commencé à s'initier à la cigarette à l'âge de 10 ans ou moins. Alors, le centile 50, c'est le quartile 2, et bien c'est aussi la médiane, donc c'est 12. Le centile 75, c'est aussi le quartile 3, et donc on peut avancer que 13% des jeunes, pas 13%, 75% des jeunes ont commencé à s'initier à la consommation de cigarettes à l'âge de 13 ans ou moins. Donc voilà comment interpréter ces mesures. Alors, qu'observe-t-on sur l'histogramme? Eh bien, on voit que la plupart des scores en termes d'âge sont compris entre 10 et 12,5 et que la distribution est asymétrique vers la gauche. En tout cas, elle n'est pas mésocurtique, elle est plutôt leptocurtique. Donc voilà assez rapidement les informations qu'on peut tirer de l'histogramme. Alors, nous pouvons générer la syntaxe qui a aidé à sortir les résultats. Alors, on va y aller, reprendre la procédure, analyse, stade descriptive, fréquence. Au lieu de cliquer sur OK, alors on va cliquer sur coller plutôt, de façon à générer la syntaxe. Alors, on va mettre du contexte. Alors, tendance. Centrale et de variation. Disons mesure de tendance centrale et de variation. Parfait. Alors, nous venons d'utiliser la procédure fréquence pour sortir les mesures de tendance centrale et de variation. On aurait pu utiliser une autre procédure qui présente un autre avantage. Alors, on va y aller. On va cliquer sur analyse, stade descriptive et sur descriptive directement. Alors, on fait passer la variable d'intérêt HFUM sous variable. Au niveau des options, on s'intéresse à l'écart type minimum variance, kurtosis, asymétrie. Clairement, cette option comporte moins de possibilités en termes d'analyse. Par contre, le principal avantage, c'est qu'elle nous permet cette procédure de sortir les scores standardisés, les scores Z de la variable en question. Alors pour ce faire, il faut cliquer sur analyse, enregistrer des valeurs standardisées sous forme de variables. Donc l'idée effectivement, c'est de convertir le score X en score Z. Alors on peut cliquer sur peut-être coller pour générer la syntaxe. Ensuite, la sélectionner, la syntaxe, pour sortir les résultats et générer les scores Z. Alors, on va vérifier au niveau de la base de données qu'effectivement, nous venons de créer la variable Z. Donc, score Z, âge, fumé la première cigarette. Donc, nous venons de convertir le score X en score Z.
Alors, les résultats sont similaires à ce que nous avions obtenu tout à l'heure avec la procédure frequencies. Alors, on a le minimum, maximum, moyenne, écart type, variance, skewness, kurtosis. Alors, ça, c'est assez similaire. Alors, ce qui est surtout intéressant, la nouvelle information, c'est les scores Z, la possibilité d'obtenir les scores Z. Alors, on avait avancé que la moyenne des scores Z donne toujours 0 et leur écart type 1. Eh bien, on va vérifier cela. Alors, pour ce faire, on va saisir la syntaxe pour sortir les statistiques de la nouvelle variable. Alors, on va y aller, donc descriptive. Donc, la variable c'est Z, âge, fume. Point, c'est tout. On sélectionne et on exécute. Et effectivement, on voit que la moyenne de la nouvelle variable standardisée est de 0 et l'écart type 1. Donc, c'est toujours le cas lorsqu'on calcule la moyenne et l'écart type des scores d'une variable standardisée. Alors, nous venons de procéder à l'analyse descriptive en utilisant les fréquences pourcentage ainsi que les mesures de tendance centrale et de variation. En l'occurrence, nous savons que 13% des jeunes s'adonnent à la consommation de cigarettes et que parmi les fumeurs, l'âge moyen d'initiation tourne autour de 11,3. Ces statistiques sont obtenues sur la base des données d'un échantillon. Donc, il faut nous assurer effectivement qu'elles existent également au niveau de toute la population. Autrement dit, nous devons généraliser ces statistiques au niveau de la population canadienne dont est issu l'échantillon analysé. En l'occurrence, par rapport à la moyenne, l'âge moyen de 11,3, c'est assez clair qu'au niveau de toute la population canadienne, le vrai âge moyen peut être plus grand que 11,3 ou plus petit que 11,3. Et donc, il nous faut calculer les deux valeurs qui encadrent la vraie moyenne au niveau de toute la population en procédant à l'estimation par intervalle de confiance. Et donc, on va s'intéresser ensemble à l'estimation par intervalle de confiance d'une moyenne. Donc, on s'intéresse à la variable âge film. Alors, on va y aller, on va sortir l'intervalle de confiance en cliquant sur le menu analyse, comparer les moyennes, tester pour échantillon unique. Donc, tester comme test Z. En fait, le test T est assez similaire au test Z, c'est-à-dire au test de la loi normale, lorsque la taille de l'échantillon est grande. Donc, tester comme test Z pour sortir l'intervalle de confiance. On va cliquer là-dessus. Alors, l'âge fut, on va placer sous variable à tester. Pour les options, on va garder l'intervalle de confiance à 95%. Alors, la valeur de test, c'est 0. Parce que la moyenne 11,3 moins 0, ça donne 11,3. Et donc, on s'intéresse à la moyenne 11,3, en particulier à l'intervalle de confiance. Alors, on va cliquer sur OK pour valider l'instruction. Alors, on voit apparaître deux tableaux. Alors, le premier tableau récapitule des statistiques, en particulier la moyenne, l'écart type, donc nous les retrouvons. Mais la nouvelle information, en fait, c'est l'erreur type. Précisément, erreur standard. En l'occurrence, nous avons obtenu une moyenne de 11,3 dans l'échantillon constitué. Si on était tombé sur notre échantillon aléatoire, on aurait pu obtenir une moyenne de 12. Encore et encore. Si vous calculez l'écart type de toutes les moyennes possibles, vous obtenez l'erreur type ou erreur standard. En l'occurrence, on peut bien visualiser l'erreur type. Donc, prenez la moyenne 11,3 plus l'erreur type, 0,14, vous obtenez 11,4. Prenez la moyenne 11,3 moins l'erreur type, 0,14, vous obtenez 11,2. Et donc, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, dans 108% des cas, on aura un âge moyen d'initiation compris entre 11,2 et 11,4. Mais voilà comment interpréter l'erreur type. Finalement, l'erreur type s'interprète comme l'écart type.
Mais on suppose effectivement reproduire l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois. Et c'est sur la base de l'erreur type que l'on calcule la marge d'erreur en multipliant par le score Z 1.96 si on veut un intervalle de confiance de 95%. Mais effectivement, l'erreur type, c'est une forme de marge d'erreur, mais de marge d'erreur à 108%. C'est la raison pour laquelle, comme le niveau de confiance est faible, on va vouloir obtenir un intervalle de confiance plutôt à 95% comme niveau de confiance. Et justement, on va s'intéresser à la partie plus à droite du deuxième tableau, et c'est assez clair que on est sûr à 95% que le vrai âge moyen d'initiation à la cigarette chez les jeunes est compris entre 11 et 11,6 au niveau de toute la population canadienne. Et on a ici à gauche une représentation visuelle de l'intervalle de confiance. Étant entendu que pour la partie plus à gauche du tableau, c'est-à-dire signe bilatéral, 0.00, nous verrons ce que ça signifie la semaine prochaine. Et voilà comment procéder à l'estimation par intervalle de confiance d'une moyenne. Alors, ce qui est intéressant avec l'intervalle de confiance, c'est qu'on peut s'en servir pour comparer des groupes. Mais auparavant, continuons à structurer notre fichier de syntaxe. Alors, tout à l'heure, on avait sorti l'intervalle de confiance. Alors, on va mettre intervalle de confiance. De âge fume. Alors, on va générer la syntaxe. Donc, analyse, on va revenir en arrière, analyse, tester pour échantillon unique et cliquer sur coller. Alors, on a la syntaxe. Donc, je disais que ce qui est intéressant avec l'intervalle de confiance, c'est qu'on peut s'en servir pour comparer deux groupes. Alors, pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle la barre d'erreur. On va y aller. Donc, on va cliquer sur le menu graphique, boîte de dialogue et barre d'erreur. On va laisser à simple, puis récapitulatif pour groupe d'observation, définir. Alors, cherchons à comparer les filles et les gars, eu égard à l'âge moyen d'initiation à la cigarette. Donc, la variable clé, c'est âge fume, axe des catégories, sexe. Donc, on va comparer les gars et les filles. L'intervalle de confiance pour la moyenne, eh bien, on va garder au niveau de confiance de 95%, c'est correct. Et peut-être cliquer sur coller pour générer la syntaxe. On peut y aller aussi de cette façon. Donc, on a généré la syntaxe. Ensuite, on sélectionne la syntaxe et on l'exécute pour voir apparaître les barres d'erreur des gars et des filles. Alors, on peut cliquer deux fois sur le graphique. Donc, on va cliquer deux fois pour afficher les étiquettes. Donc, on clique deux fois. Ensuite, sur cette fenêtre contextuelle, on va cliquer sur cette icône. On ferme le tout pour voir apparaître les moyennes des groupes. En l'occurrence, c'est assez clair que l'âge d'initiation à la cigarette est plutôt chez les gars. Donc, on a 11,12 ans. Comparativement chez les filles, où l'âge d'initiation apparaît un peu plus tard. Donc, on a 11,5. Donc, il semble y avoir une différence entre les gars et les filles par rapport à l'âge moyen d'initiation. Mais la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que la différence est significative au niveau de toute la population canadienne? Eh bien, pour ce faire, on compare les deux intervalles de confiance, les deux barres d'erreur. Pour qu'il y ait une différence significative, il faut que les barres d'erreur ne se chevauchent pas. Autrement dit, les barres d'erreur doivent être disjointes pour qu'il y ait une différence significative. Clairement ici, les deux barres d'erreur, les deux intervalles de confiance se chevauchent. Par conséquent, la différence entre les gars et les filles n'est pas statistiquement significative au niveau de toute la population canadienne. Et que par conséquent, la différence qui a été observée dans l'échantillon est une différence qui est liée à une erreur d'échantillonnage. Que se passe-t-il maintenant si on s'intéressait à une autre variable pour discriminer? Alors, on va s'intéresser en particulier au fait que la maman ait déjà fumé ou pas. Alors, on peut supposer que si la maman
effectivement fume, eh bien, l'âge d'initiation à la cigarette va effectivement apparaître plus tôt chez les jeunes. Alors, on va vérifier cela en cliquant toujours sur Analyse, comparer les moyennes, tester pour échantillon unique. Ah, désolé, on va plutôt chercher les barres d'erreur. Donc, je reprends, graphique, boîte de dialogue, barre d'erreur. On va chercher plutôt les barres d'erreur. Récapitulatif pour groupe d'observation et définir. Alors, on va remplacer sexe par la variable fume-mère, le fait que la maman fume. Alors, on peut générer la syntaxe, si vous voulez, coller, et exécuter l'analyse en cliquant sur le triangle vert après avoir pris soin de sélectionner. Et voilà, nous avons les barres d'erreur lorsque la mère fume et lorsque la mère ne fume pas. Donc, c'est assez clair que les deux barres sont disjointes et qu'il y a une différence significative chez les jeunes dont effectivement la mère fume et chez les autres. En particulier, les jeunes dont la mère fume s'initient à la consommation de cigarettes un peu plus tôt. Alors là ici, alors on peut même sortir les moyennes. Donc la moyenne ici est de 10,9 chez effectivement les jeunes pour qui la mère fume. Par contre, chez les jeunes dont la mère ne fume pas, eh bien l'âge d'initiation à la cigarette apparaît un peu plus tard. Donc la différence elle est significative entre les deux groupes, étant entendu bien sûr que les deux barres ne se chevauchent pas. Donc voilà comment comparer deux groupes eu égard à une moyenne en utilisant les barres d'erreur, précisément l'intervalle de confiance. Alors, qu'en est-il lorsqu'on travaille avec une variable qualitative dichotomique et pour laquelle, effectivement, nous voulons calculer l'intervalle de confiance de la proportion? Alors, on va mettre du titre, intervalle de confiance de fume. Donc, on s'intéresse à la variable fume, le fait de fumer ou pas. Donc, on va corriger ici. Voilà. En l'occurrence, je vais sortir les fréquences de la variable fume en prenant soin de cocher, afficher les tables de fréquences. Statistiques, on n'en a pas besoin. Poursuivre. OK. Ben, le graphique non plus, c'est pas nécessaire. Ben, alors ici, nous retrouvons nos 13% de jeunes, effectivement, qui s'adonnent à la consommation de cigarettes. Alors 13%, c'est la statistique de l'échantillon. Alors on veut connaître la vraie proportion au niveau de toute la population canadienne. Malheureusement, SPSS ne comporte pas de fonction pour estimer l'intervalle de confiance d'une proportion. Mais on peut se servir d'une routine particulière pour sortir l'intervalle de confiance de cette proportion 13%. Alors, comment c'est possible? En fait, lorsqu'on a fini de coder une variable 0,1, alors on l'a ici. Alors on a 0, non, 1, oui. Donc lorsqu'on a fini de coder une variable dichotomique à 0 et 1, eh bien, on peut prévoir ce que sera la moyenne. Donc, additionnez tous les 0 et tous les 1, divisé par le nombre d'individus, vous allez retrouver la proportion 0,13. Autrement dit, la moyenne des scores d'une variable codée 0 sera toujours égale à la proportion de cas codé 1. Donc, puisqu'ici, on a 13% de cas donc, qui ont répondu oui et donc qui sont codés 1, eh bien, la moyenne sera toujours égale à 0,13. Eh bien, on peut vérifier cela. Donc, vérifions que la moyenne de la variable codée 0,1 fume sera égale à 0,13. Autrement dit, à la proportion de cas codé 1. Eh bien, on va vérifier en sortant tout simplement les descriptives. Donc, descriptive fume. Point. OK.
et on sort le résultat. Eh bien, c'est assez clair qu'on retrouve la moyenne point 13. Et comme effectivement une variable dichotomique donne toujours une moyenne qu'on peut prédire, autrement dit la proportion de cas codé 1, eh bien on peut utiliser la même procédure qu'une moyenne pour sortir l'intervalle de confiance d'une proportion. Alors on va y aller, on va utiliser la même procédure pour sortir l'intervalle de confiance. Donc analyse, comparer les moyennes, moyenne, alors pas moyenne, je suis désolé, alors analyse, comparer les moyennes, tester pour échantillon unique. Alors H fume, on va mettre à la place fume, une variable dichotomique codée 0,1. Option 95% comme niveau de confiance est correct, c'est parfait. Alors on peut peut-être générer la syntaxe, coller, et la sélectionner et l'exécuter. Triangle vert. Mais voilà, nous avons l'intervalle de confiance de la proportion ou de la moyenne, si vous voulez, point 13. Alors, on est sûr à 95% que la vraie proportion de jeunes qui fument au niveau de toute la population canadienne se situe entre 0,11 et 0,15, donc entre 11% et 15%. Alors, on peut représenter visuellement. Donc, on a effectivement, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, et bien dans 95% des cas, on aura une proportion de fumeurs compris entre 11 et 15, ou si vous voulez, entre 0,11 et 0,15. Étant entendu que l'erreur type de la proportion s'interprète un peu comme l'erreur type de la moyenne. Ici, on a une erreur type de 0,01, précisément de 1 en termes de pourcentage. Donc, si on devait répéter l'expérience de l'échantillon 100 fois, dans 68% des cas, on aura une proportion comprise entre 12 et 14. Ça, c'est l'interprétation de l'erreur type. Mais souvent, on va augmenter le niveau de confiance à 95%. Et dans ce cas, il faut multiplier le score Z à l'erreur type pour obtenir l'intervalle de confiance. Mais voilà comment procéder à l'estimation par intervalle de confiance d'une proportion. Alors, pour que la routine fonctionne, il faut coder la variable à 0,1. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que lorsque la variable n'est pas codée 0,1, c'est difficile de calculer la moyenne. Et la moyenne ne coïnciderait pas à la proportion de cas codé 1 ou codé 2. Alors, nous avons fini de procéder à l'estimation par intervalle de confiance d'une moyenne et d'une proportion. Alors, on va passer à la commande explorer. On va y aller, peut-être mettre un peu de titre. Explorer une variable, en particulier HFUM. Explorer la variable HFUM. Alors, on va y aller avec cette variable. Alors, on va cliquer sur le menu Analyse, Stat descriptive et Explorer. Ensuite, HFUM sous variable dépendante. On va spécifier les statistiques. Alors, on voit les valeurs extrêmes, percentile, l'intervalle de confiance à 95%, on poursuit. Alors, on voit l'histogramme, on poursuit, les options, c'est correct. Eh bien, c'est tout. On va cliquer sur OK. On aurait pu effectivement aussi générer la syntaxe. Ensuite, sélectionner et cliquer sur le triangle vert, de façon à obtenir les résultats de la commande explorer. Alors, le premier tableau récapitule un peu les informations par rapport à ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible, c'est-à-dire ce qui est manquant. Alors, le tableau qui est intéressant, c'est surtout le tableau intitulé caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans ce tableau, à la fois, on a des statistiques descriptives et des statistiques inférentielles. Justement, c'est ça l'intérêt de la commande explorer. Donc, ça permet d'explorer une variable
de façon effectivement à sortir et les stades descriptifs et les stades inférentiels. En l'occurrence, nous retrouvons la moyenne ici, qui est de 11, ainsi que son erreur type 0.14. Alors, on a l'intervalle de confiance, les bornes inférieures et supérieures. Donc, on est sûr à 95% que le vrai âge moyen d'initiation à la cigarette chez les fumeurs se situe entre 11 et 11.6. Alors, la nouvelle information, c'est moyenne tronquée à 5%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on éliminait les 5% des valeurs les plus extrêmes, du côté élevé et du côté faible, et qu'on calcule la moyenne sur les scores restants, qu'est-ce qu'on aurait comme moyenne? Eh bien, on aurait 11.44. Alors, c'est une alternative à la médiane dans le cas où on a des cas déviants, on a des scores extrêmes. Alors, on peut utiliser la moyenne tronquée qui permet effectivement de calculer les scores après avoir éliminé les 5% des scores les plus faibles et les 5% des scores les plus élevés. Ainsi, on obtient une valeur qui est purgée de l'effet des scores extrêmes. Alors, on a la médiane, la variance, en tout cas, autant d'informations qu'on avait auparavant. Une autre nouvelle information, c'est plage interquartile. Donc, la plage interquartile, c'est l'étendue interquartile, autrement dit, c'est l'écart entre le quartile 3 et le quartile 1. Bien, nous verrons tout à l'heure comment visualiser l'écart interquartile. Alors, le tableau percentile, eh bien, nous donne un peu les centiles ou percentiles. Alors, on les avait déjà auparavant. Alors, on a le tableau intitulé valeur extrême. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne effectivement les cas pour lesquels effectivement les valeurs sont extrêmes. Donc, on a ces cas, le cas 1309, le cas 1310, le cas 1311, ont comme âge extrême 15. Alors, on a également les cas pour lesquels on a des scores extrêmes inférieurs. Alors, ça donne une idée un peu sur la présence de scores extrêmes. Alors, ici, nous retrouvons l'histogramme, sans la courbe gaussienne, bien sûr, mais c'est le même histogramme. Et finalement, un nouveau graphique qu'on appelle diagramme en boîte et à moustache. Alors, c'est un diagramme qui est assez intéressant, en particulier lorsqu'on veut observer les cas déviants, c'est-à-dire les scores extrêmes. C'est d'ailleurs la première fonction de ce diagramme, c'est effectivement de détecter la présence de cas déviants. Alors, la médiane, on l'a toujours à l'intérieur de la boîte. Étant entendu que la bordure inférieure de la boîte, c'est le quartile 1, donc quartile 1 ou centile 25, et la boîte supérieure, la bordure supérieure, c'est le quartile 3 ou le centile 75. Alors, la médiane, on l'a au milieu. Donc, l'écart entre le quartile 3 et le quartile 1, c'est ce qu'on appelle l'étendue interquartile ou l'écart interquartile. Autrement dit, 50% des données sont comprises autour de la médiane et donc à l'intérieur de la boîte. Donc, la boîte symbolise finalement l'écart interquartile. Autrement dit, la différence entre le quartile 3 et le quartile 1. Alors, ce qui est intéressant avec l'écart interquartile, c'est que c'est la seule mesure de variation qui ne subit pas l'effet des cas déviants, puisqu'effectivement, c'est basé sur les quartiles. Et les quartiles, c'est un peu comme la médiane. Ils résistent à l'effet des cas déviants. Alors, ensuite, on a les moustaches. On a la moustache inférieure et la moustache supérieure. Et la présence de cas déviants. En l'occurrence, on a le cas 1500, donc il y a un score autour de 4. Alors ici, l'axe ne commence pas à 0, mais nous savons que le score minimal, c'est le score 4. Donc 1500, le cas 1500 a comme score 4 en termes d'âge d'initiation à la cigarette. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une idée de la forme de la distribution. Alors, on voit qu'effectivement, c'est une distribution asymétrique négative. Donc, ça tend vers les valeurs plus faibles. Et qu'il y a surtout la présence de cas déviants. Voilà assez rapidement comment analyser les diagrammes en boîte et à moustache. Nous venons d'utiliser la commande explorer une variable, donc qui est très utile lorsqu'on va avoir une vue d'ensemble d'une variable quantitative, autant l'aspect descriptif, l'aspect inférentiel. Alors, il reste à apprendre à créer une variable.
Alors souvent, lorsqu'on travaille avec une base de données et qu'on veut utiliser des analyses en particulier, on transforme les variables de façon effectivement à ce qu'elles se prêtent bel et bien à l'analyse qui est souhaitée. Si bien qu'à la fin, on se retrouve avec une base de données beaucoup plus fournie. Donc, dans tous les cas, on est amené à créer des variables. Alors, comment créer des variables? Assez rapidement, en utilisant les commandes les plus souvent utilisées. La commande recoder, calculer et if. Alors, on va y aller en s'intéressant en particulier à une variable qui s'appelle grade. Alors, on va y aller, peut-être sortir d'abord la fréquence de la variable. Alors, je vais utiliser le fichier de syntaxe. Donc, on va mettre recoder la variable grade. Alors, on va sortir les fréquences. Frequencies, grade. On va sélectionner et cliquer sur OK. Et voilà comment se présente la distribution de la variable grade. Donc, c'est l'année scolaire des jeunes. Donc, on a 5e, 6e, 7e, 8e et 9e année. Alors, il s'agit d'une variable qui paraît assez erratique. Alors, on aurait aimé effectivement la dichotomiser pour qu'elle soit beaucoup plus informative. En particulier, il serait intéressant de signifier au logiciel qu'en fait 5, 6 correspondent à primaire et que 7, 8 et 9 correspondent plutôt à secondaire. Donc deux niveaux d'études. Donc on va convertir effectivement l'ancienne variable grade à une nouvelle variable qu'on va intituler grade 2. Alors on va y aller en utilisant les menus dans un premier temps. Alors on va cliquer sur le menu transformer. Donc là il faut être au niveau de la base de données. Donc on va cliquer sur le menu transformer. Ensuite on aurait pu cliquer sur recoder des variables, mais lorsqu'on clique sur cette option, on écrase l'ancienne variable. Or, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas écraser l'ancienne variable. On préfère souvent créer une nouvelle variable qui va s'ajouter à l'ancienne. Au cas où, effectivement, on aurait besoin de revenir à l'ancienne version de la variable. Donc, je vais plutôt opter pour création de variable, pour créer une nouvelle variable, finalement. Alors, je clique là-dessus pour voir apparaître une fenêtre contextuelle. Alors, je spécifie la variable qu'on veut transformer. Ensuite, le nom de la nouvelle variable, je vais mettre grade 2. Et le libellé. Alors, on peut mettre année d'études ou année scolaire. C'est la nouvelle variable. Alors, il ne faut pas oublier de cliquer sur changer pour que le logiciel fasse le lien entre l'ancienne variable et la nouvelle variable. Donc, il faut cliquer automatiquement sur changer. Donc, je clique sur changer et le logiciel fait le lien. Donc, on voit bien que grade s'en va vers grade 2. Alors, on a fini effectivement de créer les deux variables. Eh bien, on va signifier au logiciel les relations qui existent entre les scores, entre les valeurs, en cliquant sur ancienne et nouvelle valeur. Alors, on va signifier au logiciel qu'en fait, de la 5e à la 6e année, eh bien, c'est 0, c'est-à-dire primaire. Je vais cliquer sur ajouter. Ensuite, de la 7e année à la 9e année, ça correspond à 1, soit secondaire. Je clique sur ajouter. Alors, la variable ne comporte pas de données manquantes, mais si elle comportait des données manquantes, on aurait pu le signifier au logiciel ici. En fait, tout ce qui est système manquant ou valeur manquante d'utilisateur correspond à valeur système manquante. Mais comme la variable ne comporte pas de données manquantes, ce n'est pas nécessaire cette option. Ensuite, on clique sur poursuivre. Ça va être tout. On va
valider en cliquant sur OK, ou bien on aurait pu aussi coller la syntaxe. On va peut-être le faire, coller la syntaxe directement. Alors on a ici la syntaxe. Alors on a juste à l'exécuter en la sélectionnant. On y va. Alors on regarde au niveau de l'affichage des variables, en dernière position, est-ce qu'on a la variable? Oui, on l'a ici. Alors, je vais rétrécir un peu. Et on a la nouvelle variable grade 2. Alors, nous venons effectivement de signifier au logiciel qu'en fait, la variable grade 2 est construite à partir de la variable grade. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de signifier au logiciel qu'en fait, 0 correspond à primaire et que 1 correspond à secondaire. Autrement dit, nous devons labelliser les valeurs. Alors, pour ce faire, au niveau de valeur, donc on a la colonne valeur. On va cliquer là-dessus. Donc, au niveau de valeur, la colonne valeur. On va signifier au logiciel qu'en fait 1 c'est secondaire, en fait niveau secondaire, et que 0 c'est plutôt primaire. Mettre majuscule, toujours ajouter. Mais ça va être tout. Évidemment, on peut déterminer le niveau de mesure de la variable, eh bien, nominal. On aurait pu aussi la considérer comme ordinale, peut-être un ordre dans la variable. Mais nominal aussi ferait l'affaire. Voilà, nous venons de créer la variable. On va vérifier effectivement si elle a été bien créée en sortant tout simplement les fréquences. Frequencies. Et donc, on a grade 2. Je clique sur le triangle vert pour voir apparaître les résultats. Et bien, effectivement, on a l'impression que la variable a été bien créé, il ne semble pas y avoir d'erreur en tout cas. Et effectivement, on a 60% des jeunes sondés qui ont le niveau secondaire, comparativement à 40% des jeunes qui ont le niveau primaire. Ainsi, on peut adapter l'analyse par rapport à des objectifs particuliers. En particulier, nous le verrons lorsque nous aborderons l'analyse tabulaire multivariée. Souvent, on va travailler avec des variables catégorielles. Mais voilà, assez rapidement, comment procéder au recodage d'une variable qualitative dont on veut réduire le nombre de catégories à un nombre plus restreint. Que se passe-t-il maintenant si on veut recoder une variable quantitative? Alors, on va y aller recoder la variable âge fume, par exemple, qui est une variable quantitative, l'âge d'initiation à la cigarette. Donc, on veut recoder cette variable. En l'occurrence, nous savons que cette variable, elle est quantitative. Et généralement, lorsqu'on travaille avec une variable quantitative, on utilise un seuil à partir, effectivement, duquel nous pouvons dichotomiser ou trichotomiser la variable. Alors, certains utilisent la médiane, d'autres les terciles. Parfois, on utilise les quartiles, mais dans d'autres situations, on va peut-être préférer utiliser des seuils cliniques ou sociologiques. Mais ici, en l'absence de toute référence théorique, nous allons considérer la médiane, par exemple, pour constituer deux groupes. Alors, nous savons que l'âge médian est de 12. Alors, on va prendre le seuil, la valeur 12 comme seuil pour discriminer entre les jeunes. Et donc, on va signifier au logiciel qu'en fait, entre 12 et 15 ans, comme âge d'initiation à la cigarette, c'est codé 0, donc ce qui s'initie plus tard. Et entre 4 et 11 ans, c'est plus tôt, ce qui s'initie à la cigarette un peu plus tôt. Alors, on va y aller, on va s'exécuter. Alors, on y va. Donc, on va revenir à la base de données et cliquer sur le menu transformer. Encore une fois, création de variable. Alors, puisqu'on crée une autre variable, on va cliquer sur réinitialiser pour reprendre à 0.
La variable fume, âge fume, on l'a fait passer dans cette boîte. Alors on va donner un nouveau nom. Donc on veut que âge fume devienne âge fume 2. Alors, c'est l'âge d'initiation à la cigarette chez les fumeurs. Alors on va cliquer sur changer pour faire le lien entre les deux variables. Ensuite, sur l'icône ancienne et nouvelle valeur, on va signifier au logiciel qu'en fait tout ce qui est manquant comme système ou manquant tel que c'est défini par l'utilisateur devient système manquant. On va ajouter et à partir de là, on peut procéder à notre dichotomisation. En fait, de 4 à 11, ça devient 1, ce qui signifie du tard, et qu'effectivement, de 12 à 15, ça correspond au score 0, ce qui signifie plus tard. Alors, on poursuit. On aurait pu valider directement en cliquant sur OK, comme on peut générer la syntaxe. Alors, je vais générer la syntaxe en cliquant sur coller. Et on peut l'exécuter. Alors, initiation, on va corriger. Initiation. Alors, je vais sélectionner et exécuter l'instruction. Alors, on voit que le logiciel SPSS s'est exécuté. On va vérifier. Alors, on a la variable hfume. Alors, comme pour tout à l'heure, on va signifier au logiciel, donc en cliquant sous valeur, donc on est sous valeur. Donc, en fait, 1 correspond à l'initiation plus tard. Et 0 plus tôt, comme initiation. Ajouter. OK. C'est tout. Alors, on va sortir les fréquences de cette nouvelle variable. Frequencies. On a âge fume 2 points. On exécute. Et on obtient effectivement la distribution de la nouvelle variable, étant entendu que tout ce qui est donné manquante, ce sont effectivement les jeunes qui ne fument pas de la cigarette. Et donc, ils ne sont pas considérés parmi les fumeurs. Mais voilà comment recoder une variable quantitative. Alors, on va revenir à la base de données et s'intéresser à un ensemble de variables. Le fait effectivement de consommer de la marijuana, de l'amphétamine, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va sortir les fréquences. Donc, on a fréquence. On a marijuana, amphétamine, hallucinogène, ecstasy, cocaïne, héroïne, stéroïdes, solvant. Donc, on a 8 types de drogues. Alors, on va sortir les fréquences. Donc, on va cliquer directement sur OK. Donc, on voit bien que ce sont des variables qui sont dichotomiques, codées 0, 1. 1 lorsqu'effectivement l'enfant consomme un type de drogue en particulier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible d'obtenir une seule variable qui va synthétiser toute l'information contenue dans les 8 variables. Alors, une façon effectivement d'obtenir une seule variable qu'on va appeler consommation de drogue, c'est effectivement de calculer cette variable. Eh bien, on va apprendre à calculer la variable drogue. Alors, on va y aller. Donc, calculer la variable drogue. Alors, pour calculer une variable, donc on est au niveau de la base de données, on utilise la fonction calculer. Donc, transformer, calculer. Transformer, calculer. Clique là-dessus. Alors, le nom de la variable, de la nouvelle variable, on va l'appeler drogue.
peux l'appeler drogue 8 comme 8 types de drogues qui sont synthétisés en une seule variable. Donc on va l'appeler drogue 8. Type est labelé consommation de drogue. Consommation de drogue. On poursuit, ok. Ensuite, on a marijuana. Eh bien, on peut additionner, on peut utiliser l'opérateur arithmétique addition pour additionner les 8, étant entendu que pour les noms c'est 0, c'est parfait, on peut additionner directement. On va additionner marijuana à amphétamine, plus, 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 et c'est parfait. Donc, on va signifier au logiciel qu'en fait, drogue 8 est égale à l'addition de ces 8 types de drogue. Alors, on va cliquer sur OK ou bien générer la syntaxe en cliquant sur coller de façon effectivement à obtenir la syntaxe. Ensuite, on va sélectionner la syntaxe et cliquer sur le triangle. Alors, on obtient encore le graphique. On aurait pu les enlever, hein, mais bon. Mais voilà, on obtient effectivement la variable drogue 8. Et bien, on va vérifier qu'elle a été bien calculée. Descriptive drogue 8. Peut-être utiliser frequencies comme commande. On sélectionne. Et on obtient le tableau de fréquence et de pourcentage. Donc c'est assez clair que la distribution est très erratique puisqu'on a 689 enfants qui ne sont pas initiés à la consommation de drogue, mais on a par exemple 2 enfants qui sont initiés à 8 types de drogue, un enfant à 6 types de drogue, 3 enfants à 5 types de drogue, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comme c'est peu de valeur, on aurait peut-être tendance à dichotomiser la variable de façon à isoler ceux qui ne consomment pas de drogue et ceux qui sont initiés à au moins un type de drogue. Donc, on va dichotomiser la variable. Donc, isoler 0 par rapport à 1 ou plus. Alors, on va y aller, on va dichotomiser la variable pour que ce soit beaucoup plus parlant statistiquement. Alors, pour cette fois-ci, je vais utiliser directement la saisie de la syntaxe. Donc, je ne vais pas passer par les menus. Alors, recode drogue 8. Alors, 0 égale 0. Donc, la valeur 0 égale 0, c'est ce qui ne consomme pas. Ensuite, de 1 through, donc de 1 à 8, donc ceux qui consomment un type à ceux qui consomment 8 types de drogue, eh bien ça va être égal à 1, ce qui consomme. Into drogue tout court, hein, je peux l'appeler drogue tout court, point. Enter, alors je peux directement labelliser la variable en mettant variable label drogue. Alors, je vais signifier au logiciel qu'en fait 1, c'est égal à au moins une drogue. 0, pas de drogue. Alors, je vais mettre majuscule, par exemple. Ensuite, je peux labelliser également les catégories, c'est-à-dire les valeurs. Donc, je mets value alors ici c'est plutôt value label, je suis désolé. Donc c'est value label et variable label drogue. Donc consommation de drogue. Ça va être tout. Donc on labellise les valeurs
est la variable. Donc, ça me semble correct. Donc, drogue 8 égale 0 égale 0. 1 sur 8 égale 1 into drogue. Drogue 1, au moins une drogue. 0, pas de drogue. Variable label, drogue, consommation. Consommation de drogue. Ou d'au moins une drogue. Consommation d'au moins une drogue. Eh bien, ça a l'air parfait. Alors, on va sélectionner et cliquer sur le triangle vert. Le logiciel s'est exécuté. On va vérifier si la variable a été bien créée. Frequency drogue. Je sélectionne et je clique sur le triangle vert pour voir apparaître effectivement la distribution de la variable drogue. Donc, c'est assez clair que parmi les enfants qui ont répondu, eh bien, 11,8% se sont adonnés à la consommation d'au moins une drogue. Donc, voilà comment utiliser la fonction calculer de façon à obtenir une variable synthétique. Alors, on va finir en utilisant la commande if. Alors ici, on a deux variables assez intéressantes, fume-mère et fume-père. Est-ce que ta mère fume? Est-ce que ton père fume? Donc on a deux variables. Alors on voudrait savoir, est-ce que l'un des deux parents fume? Tout simplement. Et donc on veut une seule variable qui synthétise l'information contenue dans fume-mère et fume-père. Donc est-ce que l'un des deux parents fume? C'est tout ce qu'on veut. Et donc, une façon effectivement d'obtenir une seule variable, c'est d'utiliser la commande if. Alors, on va y aller, mais pour ce faire, on va commencer par mettre du titre, d'intertitre, dans le fichier de syntaxe, donc commande if. Commande if. Alors, on va calculer la variable fume parent, par exemple. Créer la variable fume parent. Alors, on va commencer par sortir les stats descriptives, en particulier les fréquences. Donc, fréquence. On va faire passer ces variables dans la liste et s'intéresser à ces deux variables, fume-mère et fume-père. Alors, on va sortir les fréquences. Ah, encore une fois, ça sort l'histogramme. Alors, on a fume-mère et fume-père. Donc, c'est des variables qui sont codées 0, 1. Et comme effectivement, elles sont codées 0, 1, alors on peut assez facilement utiliser la fonction if pour précisément calculer, obtenir une nouvelle variable. Alors, on va y aller en utilisant la commande if. Donc, if fume mère égale 1, donc lorsque la mère fume, ou bien fume père. Alors, il y a deux façons de mettre ou bien. Soit on utilise cette ligne verticale, on aurait pu mettre aussi or. Alors, moi, je préfère surtout utiliser cette barre verticale. Donc, fume-mère égale 1 ou bien fume-père égale 1. Donc, lorsque la mère fume et le père fume, eh bien, fume-parent est égal à 1. Ensuite, if fume-mère égale 0 et fume-père égale 0, eh bien, fume-parent, la nouvelle variable, égale 0. C'est tout. On aurait pu remplacer « et » par « n ». Hein? Alors, moi, je vais mettre ce « et », cette lettre. Et voilà. Donc, lorsqu'effectivement l'un des parents fume, bien, la nouvelle variable fume-parent sera égale à 1. Eh bien, lorsque les deux parents ne fument pas, eh bien, la nouvelle variable fume-parent sera égale à
0. Alors, on peut mettre du contexte, donc value label, donc fume parent, donc 1 c'est égal à un des deux parents fume, 0 aucun des deux. Alors variable label fume parent on peut mettre l'un des deux parents fume. On peut mettre versus autrement. Voilà, alors on a variable. Donc il faut que les commandes soient bleues, soit de couleur bleue, pour effectivement s'assurer que la syntaxe fonctionne. Si c'est de couleur rouge, ça signifie effectivement qu'il y a une faute quelque part. Alors ici, tout a l'air correct, tout est bleu. En tout cas, les sous-commandes, les commandes, ça est correct. Alors je peux exécuter. Donc on a un fume mère ou fume père égale 1, fume parent égale 1, fume mère égale 0 ou fume père égale 0, fume père. Ok. Value label, fume parent égale 1, les parents fume 0, parfait, fume père. Ok, ça est correct. Alors je vais exécuter la commande en sélectionnant et en cliquant sur triangle vert. Alors le logiciel a l'air de bien s'exécuter. Alors je vais vérifier les fréquences. Frequencies de la nouvelle variable fume parent. Je sélectionne. Excusez-moi. Donc je sélectionne et je clique sur le triangle vert pour voir apparaître effectivement le tableau de fréquence. Et voilà assez rapidement comment créer une variable à l'aide des fonctions recodées, calculées et de la commande if. Mais voilà, c'est tout pour le labo 1. Alors, vous pouvez continuer à vous exercer en s'intéressant à des variables de la base de données de façon à reproduire les mêmes procédures que nous avions suivies. Merci beaucoup.